Alors, je me présente, Cynthia Duclos, je suis professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval et directrice du laboratoire en droit des services financiers. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous inviter à une conférence midi, une formule qu'on développe avec le laboratoire, qui s'intitule Entre autonomie et vulnérabilité des consommateurs, l'agent conversationnel comme substitut au conseil en assurance. Automobile, mais j'ai envie de dire en assurance plus large. Je vais laisser David développer sur ça. Alors, notre conférencier aujourd'hui, David Beauchemin, qui est docteur en informatique, expert en IA et directeur de l'entreprise Baseline. Il a plus de 10 ans d'expérience dans le développement de solutions d'IA, dans le développement de produits. Puis son expertise est vraiment à la frontière entre les connaissances techniques et la stratégie d'affaires. Personnellement, c'est mon coup de cœur informatique de la dernière décennie. Plus sérieusement, j'ai eu le plaisir d'être membre de son jury de thèse qu'il a soutenu là, récemment avec succès. Et son sujet m'a profondément accroché. Je vois quelque chose de très porteur là, dans ses recherches. Et je me dis, et si jamais l'intelligence artificielle était une des pistes pour réduire la vulnérabilité des consommateurs de services financiers? Alors, je vais laisser David vous entretenir sur ce sujet et la conférence sera suivie d'une période de questions. Alors, pour les gens en salle, vous pourrez poser vos questions et pour les gens en ligne, vous êtes invités à inscrire vos questions dans l'outil de conversation. Bonne conférence! Merci. Bonjour à tous. En ce dîner, en mangeant tout le monde en même temps que moi, j'ai faim. Aujourd'hui, je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. Comme ça a été mentionné, moi, c'est une version auditoire plus non vulgaire, finalement, non vulgarisée. Non, je vais vraiment pas vulgariser de ma thèse, donc il n'y a pas d'aspect technique, on ne fera pas de mathématiques, rien. J'ai tendance des fois à parler vite quand je m'emporte. Dites-moi là, je commence à parler vraiment vite. Là. J'ai tendance à être très rapide dans ce que je dis. Je prends des fois des acronymes aussi, puis j'utilise des termes anglophones. Fait que c'est pas clair pour vous, juste lever la main, je vais le clarifier pour ça. Des fois, ça se peut que je prenne un petit peu de lingo, d'informatique. Fait que juste lever la main, ça va me faire plaisir d'expliquer, de vulgariser. C'est juste une question d'habitude que je fais comme ça. Donc, pour faire un petit peu de l'histoire, aujourd'hui, on va parler d'introduction de justement c'est quoi le contexte, c'est quoi le problème que je me suis intéressé au niveau de ma thèse, c'est quoi la méthodologie qu'on a pris pour essayer de répondre à ce problème-là, puis tester finalement qu'est-ce qui peut bien fonctionner ou moins bien fonctionner. On a fini avec un test utilisateur parce qu'on a mis l'outil dans les mains de certaines personnes pour voir ça marche-tu pour vrai, puis le monde a-tu goût d'utiliser le cossin qu'on a développé. Pour ça, on va conclure un peu, puis j'ai ouvert un peu sur une discussion sur des questions qui, pour moi, étaient la fin de ma thèse, qui était ouverte, puis que l'objectif est de pouvoir voir qu'est-ce qui serait une prochaine étape pour un travail comme ça, pour la recherche finalement qu'on va faire avec ça, puis des cas d'application qui seraient concrètes pour les consommateurs finalement québécois. Donc, remettre un petit peu dans le bain, en 2019, finalement, il s'est passé de quoi avec la loi 141, où est-ce que finalement, on a clarifié tout ce qui était finalement de pouvoir offrir de l'assurance en ligne. Donc, autrefois, c'était un petit peu nébuleux à savoir si c'était oui ou non, c'était pas empêché, mais c'était pas non plus, il n'y a pas d'assureur qui s'était lancé là-dedans. Donc là, avec la loi 141, on a vraiment clarifié. Ce qui s'est passé avec ça, c'est que finalement, les clients se retrouvaient à pouvoir interagir avec une plateforme numérique qui pouvait prendre l'information sur un produit d'assurance et aller jusqu'à faire l'achat. Avant, souvent, on arrêtait à l'étape d'achat, il fallait parler à un représentant qui venait expliquer, valider les protections, les questions, les éléments comme ça. Donc, l'assureur devait quand même terminer le processus avec une main. Maintenant, tu peux 100%. Sonnet, par exemple, est un bon exemple que tu peux acheter de l'assurance en ligne, puis tu ne parlez jamais à un représentant tout le long du processus. Vous mettez votre numéro de facture, votre numéro de carte de crédit, puis et voilà, c'est fait, vous avez acheté de l'assurance. Et cette vente-là, finalement, ce qu'elle a permis de changer aussi, c'est que oui, on doit rendre un représentant disponible à 3 heures du matin, la fin de semaine, en dehors des heures normales, tôt le matin, sur l'heure de dîner, ça se peut que le représentant ne soit pas aussi accessible au moment que le consommateur veut faire la transaction. Donc là, on s'est intéressé à finalement... Oui, là, excusez, je sors du cadre, là, je bouge beaucoup aussi quand je parle. Là. Donc, nous, ce qu'on s'est vraiment intéressé à regarder, c'est que, bon, il y a le conseiller, il y a un rôle très critique dans tout le processus finalement d'achat qui est d'offrir un conseil de qualité sur des produits d'assurance. Ce conseiller-là, si on passe dans un modèle de prestation où est-ce qu'on est en ligne, ben, pourrait ne jamais apparaître dans la transaction. Ce qui est bénéfique pour l'assureur, on parle de réduction de coûts. Par contre, pour le consommateur, nécessairement, on lui transmet toute la responsabilité sur comprendre c'est quoi un produit d'assurance. Puis entre vous et moi, c'est pas chose simple.
On entend beaucoup de choses d'un mononcle à quelque part qui nous a dit que l'assurance, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis moi, fait vécu, pendant longtemps, je pensais assurer les deux bases. C'était la notion du véhicule. C'était moitié du véhicule était assuré, puis l'autre véhicule n'était pas. Jusqu'à temps que maintenant, quelqu'un me dise, ben non, c'est responsabilité civile, puis dommage. Mais quand on prend pas le temps d'expliquer des concepts comme ça, ben c'est difficile de capturer, puis on fait des associations, des raccourcis, on entend des choses de partout, puis on arrive à des conclusions comme ça. L'obligation d'information reste quand même centrale dans la modification de la loi. Donc, l'assureur doit finalement quand même être capable d'offrir. On a différents mécanismes finalement qui ont été mis en place aussi, qu'on s'est intéressé à regarder. Mais le problème reste quand même qu'il y a une asymétrie d'information et de pouvoir. Donc, la responsabilité, c'est dans les mains du consommateur. Il doit comprendre les produits d'assurance. Les produits d'assurance qui ne sont pas nécessairement tous standards ou courts. Donc, un produit d'assurance, souvent, un contrat, c'est plusieurs centaines de pages. Fait intéressant, les contrats d'assurance sont plus longs en termes de mots que la loi sur l'assurance. Moi, il y avait quelque chose qui m'avait vraiment fasciné dans ce fait-là. Par exemple, un contrat auto, c'est en moyenne 80 pages, de mémoire 25 000 mots, puis la loi fait à peu près 20 000 mots ou 18 000 mots à peu près sur à peu près une trentaine de pages. Fait qu'on est quand même dans quelque chose qui est difficile à consommer, puis là, on est juste dans l'assurance auto. Là, si on embarque l'assurance, mettons, assurance collective, puis là, l'assurance vie, là, ça devient encore plus complexe dans tout ça. Puis, il y a peu de standards. J'ai mis un petit astérix. Au niveau de l'assurance automobile, il y a quand même le FPQ1 et les différents formulaires qui sont standards, qui sont acceptés par l'industrie et poussés par l'Autorité des marchés financiers. Par contre, en habitation, il y a quand même une uniformité avec le BAC, finalement, que certains formulaires sont à peu près pris, mais tout ce qui est l'assurance dommage par l'eau, là, on va prendre le grand base de ça. Là, présentement, c'est tout en train de changer partout à travers le Canada. C'est de moins en moins uniformisé. Donc, la définition de l'eau au-dessus du sol, en dessous du sol, est amené à beaucoup changer en fonction de la compagnie d'assurance. Ce qui rend ça encore plus difficile pour un consommateur de comparer des produits qui sont similaires ou pas similaires entre eux. Il faut aussi quand même recadrer, je ne sais pas si vous savez, mais l'AMF publie un rapport de mémoire aux 4 ans sur c'est quoi l'évolution de la littératie financière. Elle va évaluer une métrique qui a changé là, récemment là, dans les plus récents rapports avec une nouvelle manière de le calculer, mais on s'est basé sur celui de 2018 pour commencer. Autour d'à peu près 25 de la population a un niveau de connaissance qui est considéré comme faible. Donc, ça veut dire qu'on lui présente un produit d'assurance, puis elle ne serait pas capable d'expliquer les différentes particularités, par exemple, entre une assurance de remplacement puis le formulaire FPQ5, finalement, qui est vraiment l'assurance de remplacement directement sur le véhicule. Par la suite, vous avez un 40 où est-ce que là, si on embarque, si on élargit, on enlève juste l'assurance automobile puis on élargit à l'assurance vie, on monte à 40 des gens qui ne comprennent pas bien ces produits d'assurance. Donc là, ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation où est-ce que on a des gens qui sont prêts à consommer des produits en ligne, 30 selon la plus récente étude qui a été faite de Feu le Cerfio, qui étaient prêts à acheter des produits d'assurance, mais en même temps, une faible littératie financière. Donc là, on a comme une dualité où est-ce qu'on a des gens qui sont peut-être pas assez éduqués pour bien comprendre les produits, mais qui ont un désir de pouvoir consommer ces produits-là quand même dans une transaction numérique. On est parti de là, puis on s'est intéressé à c'est quoi les différentes solutions qu'on peut amener cette information-là à travers un consommateur. Bon, classique, on a le représentant, ses forces. Bon, c'est un service qui est, en guillemets, personnalisé, donc c'est une expérience une à une, adaptatif en fonction des besoins, puis il y a une notion d'empathie, de représentant, les émotions humaines, etc., tout ce qu'on va mettre là-dedans. L'enjeu, par contre, là, les limites, on peut voir du point de vue de l'assureur ou du point de vue sociétal, mais d'un point de vue assureur, ben, c'est coûteux, c'est pas disponible 24/7, c'est une main-d'œuvre qui est de moins en moins présente ici et de moins en moins utilisée par certaines générations, par exemple. On voit aussi le même phénomène aussi avec tout ce qui est les placements financiers, avec des plateformes comme Wealthsimple, par exemple, qui commencent à opposer, à offrir un service qui est plus numérique pour ça. Tout ce qui il y a aussi une gamme dont j'ai appelé les ressources en ligne. Donc, l'Autorité des marchés financiers, Info Assurance, le Groupement des assureurs automobiles du Québec, le BAC, il en existe une multitude. C'est accessible, c'est gratuit. Par contre, c'est passif. Il faut que quelqu'un aille sur le site lire et ait le goût de lire un article de blog sur c'est quoi ce type d'assurance-là. Il doit chercher par lui-même, c'est souvent générique, puis souvent, ce qu'on voit, les gens, c'est comme ouais, mais moi, mon cas, je suis pas certain qu'il se rattache à ce que tu me présentes là, puis j'ai pas la connaissance pour avoir le jugement pour dire oui, c'est ça ou non, ça s'applique pas. On peut voir tout ça dans plein d'autres contextes aussi, ce genre de problème-là. Tout ce qui est les technologies interactives que j'applique qui sont les sites de soumission. Finalement, on s'en va faire une soumission sur Desjardins, sur Sonnet. Ben, c'est une opportunité du point de vue de l'assureur de pouvoir donner de l'information le plus proche du moment de la transaction. C'est disponible, c'est efficace. Par contre, souvent, c'est soit on prend l'approche de Desjardins que j'avais testé, c'était des murs de texte, ou Sonnet qui était 2-3 mots. C'est difficile de voir c'est quoi le bon niveau. C'est encore une fois pas personnalisé.
Puis, c'est pas contextualisé souvent. Par exemple, Sonnet a une explication sur c'est quoi une franchise, donne quelques exemples, puis ça s'arrête à peu près là, alors que Desjardins ont un long texte qui explique différents scénarios. Donc là, on peut être confronté, l'utilisateur, à ce qu'il a bien compris, il a-tu pas bien compris, puis on ramène aussi qu'il y a 40 de la population qui a une faible littératie aussi juste à lire. Donc, on est quand même dans ce contexte-là aussi. Littératie financière. Donc là, on pourrait aussi se dire, on va éduquer les gens. On va racheter des cours au secondaire sur c'est quoi la finance, l'assurance, peu importe. Le problème, c'est que there's so much que tu peux intéresser quelqu'un sur des sujets comme l'assurance, la comptabilité. Oui, c'est le fun de dire, hey, on pourrait te montrer à 16 ans c'est quoi faire tes taxes, faire ton impôt, c'est quoi une assurance. Pas sûr que ça va t'intéresser à 16 ans. Personnellement, on pourrait présenter ça à 16 ans. Je pense que j'aurais foxé ces cours-là, puis je serais jamais allé à ces cours-là. Pour moi, il y a un maximum qu'on peut essayer d'intéresser des gens à certains moments dans leur vie sur des sujets. Probablement que le moment le plus pertinent de les éduquer sur ça, il est déjà trop tard. Ils sont rendus consommateurs ou sont rendus à 25, 30 ans, puis là, ils n'ont pas le goût de s'asseoir pour faire un cours sur des genres de sujets-là, souvent. Ils ont d'autres choses, d'autres priorités. Les contrats simplifiés. C'est un bout qu'on a rajouté un petit peu plus vers la fin. L'objectif de ça, c'est finalement d'essayer de faire un contrat où est-ce qu'on est capable de ne pas être dans du lingo qui est plus juridique, mais dans du langage qui est plus commun, finalement, du commun des mortels. On améliore la lisibilité. Ce que j'ai compris comme enjeu, c'est qu'il y a des lacunes potentielles au niveau de tout ce qui est l'interprétation puis l'ancrage juridique, où est-ce que si on n'a pas le rattachement entre le vocabulaire, entre le code civil et le contrat, bien, au moment de l'interprétation en cours ou dans quelque forme d'interprétation juridique, à quoi qu'on se rattache, puis finalement, comment on l'interprète. Oui, le consommateur il a mieux compris, mais si on est rendu à avoir besoin de faire une poursuite, qu'est-ce qui se passe en termes de cadre juridique autour de ça? Puis là, ce que je comprends, on est pas mal dans cette vague-là de commencer à mettre ça à l'épreuve, puis on remarque qu'il y a certaines lacunes potentielles qui peuvent apparaître avec ça. Donc, avec tout ce cadre-là, on s'est dit, c'est cool, c'est quoi une autre alternative qu'on peut réussir à faire avec ça? Nous, on s'est effectivement dit qu'il y a une limite à ce que tu peux intéresser les gens, puis ce qu'on cherche plutôt à faire, c'est d'être capable de donner l'information au bon moment, contextualiser idéalement. Voici ma situation, j'ai une auto, il s'est passé telle affaire, qu'est-ce qui se passe pour moi? Puis d'essayer d'être capable de le reproduire avec un mécanisme qu'on peut maintenir des coûts de production sont intéressants, parce que oui, on pourrait mettre des humains pour faire ça à l'échelle, mais on n'a pas la capacité d'embaucher assez d'humains ou c'est trop dispendieux, donc on va essayer de réduire les coûts, mais d'offrir quand même un service de qualité avec ça. Bon. Il n'y avait aucune solution aussi qui permettait de combiner la personnalisation, l'efficacité, puis l'accessibilité finalement de tout ce service. On est parti avec notre question de recherche, bien le fun, qui est sur 3 phases. Comment est-ce qu'on peut essayer de répondre finalement à ces questions-là qu'un consommateur pourrait avoir sur un contrat direct au moment qu'il consomme? Donc, le mécanisme qu'on a pensé, nous, à cette étape-là, c'était, là, il y a 6 ans, c'était grosso modo de faire ChatGPT. À l'époque, c'est ça qu'on voulait construire. La technologie a beaucoup progressé, puis finalement, on a intégré des solutions comme ChatGPT dans le processus. Mais à la base, je voulais créer un ChatGPT similaire, mais pour l'assurance, partir de zéro puis faire ça. On a réussi à bénéficier des progrès technologiques pour aller plus loin dans la démarche. Mais l'idée, c'est vraiment d'être capable de dire, je veux parler à un agent qui aurait pu parler par voix, par texte, peu importe les mécanismes. Je veux poser des questions, mais je veux que les réponses soient basées sur mon contexte. On voulait personnaliser aussi au départ, mais là, ça venait compliqué de rajouter cette couche-là. Mais on voulait surtout que les réponses soient de qualité. Ça veut dire qu'il fallait que ça se base sur une connaissance qui est ancrée dans le droit, dans la documentation qui existe et tout ce qui peut se toucher à ce sujet-là. Donc, on est parti avec ça. Je suis parti avec mon petit baluchon, puis je suis allé me promener. Ça a pris 6 ans à se rendre à destination. Ça a quand même été long. Ce qu'on a finalement utilisé, qu'on s'est retrouvé à utiliser, c'est les IA génératives grand public, ChatGPT, Copilot, Gemini, tout ce qui touche à cette vague-là. Le problème qu'ils ont comme solution, c'est que sont pas... Bon, ces technologies-là utilisent un certain ensemble de données pour apprendre à écrire des phrases et à répondre à des questions d'utilisateurs, puis à faire des tâches qu'on lui demande. Le problème, par contre, c'est que typiquement, c'est souvent des données qu'il faut que ce soit... En fait, pas typiquement, c'est souvent des données qu'il faut que ce soit nécessairement sur le web, parce qu'on va prendre ces données-là, on va mettre ça quelque part, puis l'IA va apprendre à quelque chose avec ça. Mettons, pour faire une abstraction là-dessus. Ce qu'on a remarqué quand même, c'est que beaucoup les documents de tout ce qui est du Québec, c'est pas une grosse proportion du jeu d'entraînement, ce qui fait en sorte que c'est très incomplet comme compréhension. Fait que souvent, dépendant des versions de ChatGPT et compagnie, si on lui demande des questions sur l'assurance, il va prendre le contexte de la France, parce qu'on lui parle en français, donc il va assumer la France, puis là, il va nous parler de plus du contexte francophone, finalement, de la France. Parfois même, il va mélanger où est-ce que
On lui demande c'est quoi, mettons, le montant de responsabilité civile minimum en assurance automobile. Puis là, il va répondre peut-être 1 million, ou il va prendre certains États, ou il va parler de la France. Puis là, ça fait en sorte que c'est pas ancré. Si on lui spécifie je suis au Québec, il a tendance à être un peu meilleur et être plus ajusté dans sa réponse, mais c'est un petit peu comme un coup de dé. Un autre truc intéressant, maintenant, il le fait moins, là, mais si vous demandez c'est quoi sourire d'un bar ou des deux bars, il va parler tribord, bâbord, parce que sémantiquement, c'est des mots qui se ressemblent, donc ils vont avoir porté à pas trop savoir quoi répondre puis inventer une réponse finalement. Fait on n'a pas accès à des documents, finalement, on n'a pas accès à une bonne connaissance, donc on a aussi un plus grand risque d'hallucination. Le risque d'hallucination, juste pour le cadrer, c'est le modèle qui répond à quelque chose qui apparaît plausible, mais qui est factuellement faux. Ce n'est pas un défaut de fabrication des modèles comme ça, parce que ces modèles-là cherchent juste à répondre à une phrase, à écrire une phrase. Donc, si c'est plausible pour le modèle, selon le contexte d'écrire ça, il va vous dire quelque chose comme ça. Maintenant, on veut essayer de minimiser ce risque-là. C'est impossible de l'amener à zéro. Ça, c'est sûr et certain, mais on est capable de le rapprocher le plus possible de zéro. Puis je pense à quelque part, il faut se garder en tête que ce risque-là existe aussi chez l'humain. Donc, le risque, vous parlez à un représentant puis ils vous disent n'importe quoi qui n'a pas rapport. On essaie de le réduire avec la formation continue, un encadrement, mais ce contrôle qualité-là n'est pas déployé à chaque moment où est-ce qu'il parle à un conseiller. Puis après ça, il y a aussi, bon, j'en ai pas parlé dans ma thèse, mais il y a aussi tout ce qui est biais économiques. Là. Un représentant peut être incité par des commissions à vous vendre le mauvais produit parce qu'il est plus avantageux pour lui. Donc, il y a quand même cette dualité-là qui est présente aussi dans la prestation. La traçabilité aussi est beaucoup plus complexe. Ce que je veux dire par là, c'est que si, disons, je suis un assureur, je veux déployer une solution comme ça, je prends ChatGPT puis je dis aux gens, poser des questions à ChatGPT puis ça va vous donner les réponses, ben, comment je m'assure que la réponse est bonne? J'ai pas de contrôle dessus, je suis pas capable de prouver au régulateur que j'ai bien fait mon travail d'adéquatement former mes clients. Donc, c'est très difficile d'un point de vue commercial d'avoir une solution comme ça en place. Par contre, on peut se baser là-dessus. Donc là, on utilise une méthode qu'on appelle la génération augmentée par récupération. Le terme anglais, c'est RAG, Retrieve Augmented Generation. Je vais expliquer ce que ça veut dire, cette patente. On va partir avec un exemple. Est-ce que je suis couvert si je frappe un cheval sur la route? Première étape que notre système va faire, il va prendre la requête de l'utilisateur. Il va se dire, dans cette requête-là, il y a de la connaissance que je peux aller chercher de l'information pour pouvoir ajuster ma réponse pour lui donner une réponse comme ça. Donc ça, c'est l'étape qu'on appelle récupération. Fait qu'il va aller lire, par exemple, le Code civil, le FPQ1, il va chercher dans toute cet inventaire-là de documentation quelque chose qui parlerait de la collision avec un animal, par exemple. Puis comment il va faire ça? Finalement, il y a des outils spécialisés qui nous permettent de faire ça. Il va chercher ces documents-là. Un peu comme quelqu'un qui voudrait répondre à une question, qui va aller lire la jurisprudence, va chercher la documentation pertinente, puis il va faire une analyse avec ça. Ensuite, il va faire ce qu'on appelle l'augmentation. Donc, on va prendre les passages qu'il est allé chercher, mettons 10 documents à quelque part qui sont des paragraphes, des choses comme ça. On va donner ce qu'on appelle une system prompt. Un system prompt, finalement, c'est des instructions qu'un humain, moi dans l'occurrence, a donné à cet agent-là pour dire tu es au Québec, je veux que tu prennes les contenus que tu as reçus, je veux que tu répondes à la question. Si tu ne connais pas la réponse, là, je fais une prompt comme ça qui fait à peu près une dizaine de lignes. Puis j'explique les instructions que qu'est-ce que je veux qu'il fasse, du contexte, que je m'assure d'avoir toujours un processus robuste parce que c'est toujours la même prompt que j'envoie au système. Requête pour la version en français. Ensuite, d'un coup, j'ai fait cette augmentation-là, c'est là que le modèle va générer une réponse. Donc, avec cette approche-là, ce qu'on essaie de faire, c'est que comme on lui donne les documents qui sont pertinents, puis comme on contrôle la prompt, l'information qu'il fait, on essaie de réduire le risque d'hallucination en faisant cette approche-là. Puis c'est pas mal ce qui est utilisé actuellement beaucoup dans tout ce qui est les systèmes de chatbot, là, IA entre guillemets, là, qui sont utilisés. À peu près tout le monde est allé vers une approche comme ça. Il y a d'autres avantages à ça, mais je vais passer par-dessus pour l'instant. Donc, l'idée, c'est l'essence derrière, là, entre guillemets, c'est que le système essaie de ne pas deviner, il va essayer de s'appuyer sur des sources véritables, mais il peut quand même se tromper. Il pourrait vous inventer quelque chose ou prendre un mauvais document qui lui permettrait de faire la mauvaise analyse. Donc, ce n'est pas infaillible. Mais on a essayé de le tester, justement. Pour faire ça, on a pris trois éléments. Il y a la base de connaissances. Donc, là, je suis allé prendre tous les formulaires, finalement, qui existaient de l'AMF, les avenants, tout pris le texte, mis ça dans cette machine-là. Différentes lois, le code civil, les lois, les règlements autour de ce que c'est la loi de l'assurance. Bref, à peu près une vingtaine de documents de mémoire, à peu près de lois de règlements autour que je suis allé chercher avec ça. Les manuels de l'AMF. Ça, c'était vraiment cool. C'est là que ça a vraiment été bon. J'ai acheté tous les livres de manuels, les livres de l'AMF. Je les ai fait photocopier. J'ai extrait tout le texte là-dedans. J'ai rentré ça dans l'outil. Là, c'est là que je suis allé pogner vraiment une bonne amélioration. Des guides d'interprétation aussi, là, mettons, le groupement des assureurs ont des blogs qui interprètent des lois. Il y a différents aussi de documentation académiques qui ont fait des interprétations de certains éléments. Puis j'ai rentré ça là-dedans. Grosso modo, c'est à peu près 3 millions de mots, genre d'à peu près 400 documents là, qui est intégré directement dans la solution pour ça.
Il pourrait y avoir des trucs de plus qu'on pourrait rajouter, là, mais à un moment donné, c'est une question de la capacité d'un seul humain à aller chercher plus d'informations pour ça. Puis il y a aussi les aspects de protection de données. Il y a des données que je ne pouvais pas utiliser parce qu'elles étaient sur des licences que je n'ai pas pu utiliser malheureusement ou qui ne sont pas dans un format qui est consommable. Il faut que le format soit numérique. Il y avait un livre, j'aurais été très intéressé, mais je n'étais pas capable de le numériser. Les pages étaient trop minces, en fait. Fait que je n'étais pas capable de pouvoir l'intégrer adéquatement dans ça. Ensuite, on a commencé par une première phase. Truc très intéressant, la plupart des assureurs ont des facs. Oui, j'essaie de faire attention. Ont des facs, puis dans les facs, ben, ils vont avoir des questions typiques des consommateurs, puis des réponses qui sont écrites par des professionnels du marché. Fait que j'ai pris ces 82-là. L'avantage de ça, c'est que on a pu commencer à se mettre les mains dedans. On est certain que la réponse, c'est les bonnes, entre guillemets. Ben, du moins, on est assez confiant que la réponse, c'est les bonnes. L'enjeu, par contre, ça veut dire que je l'évalue comme un examen. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une grille, je disais, cette réponse-là, voici les éléments qui sont clés, puis on va faire un système de points, puis quand je donne des points, comme il a mis la bonne réponse, il n'a pas mis la bonne réponse, il s'est trompé, il s'est factuellement trompé. Donc, par exemple, il dit la responsabilité civile obligatoire par la loi, c'est 2 millions, alors que c'est 50 000. Donc là, on dit c'est une erreur, on lui enlève un point, donc on le met à moins 1. Puis pourquoi j'ai réussi à faire ça, c'est que j'ai un parcours aussi, j'étais agent d'assurance, donc ça m'a permis de pouvoir appliquer ma connaissance sur qu'est-ce qui était bon avec ça. Le problème, c'est que ça prend à peu près 1 à 2 heures faire l'évaluation. Puis en informatique, on aime ça faire des itérations rapides. Habituellement, une itération, moi, si ça peut se passer en 1 à 2 minutes quand je développe un modèle, c'est vraiment l'idéal. 1 à 2 heures, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas me lever à 2 heures du matin et commencer à faire une évaluation pour que mon modèle continue à s'entraîner. C'était pas possible de rendre ça extensible et d'aller plus loin. Donc là, on était comme limité avec ça, mais ça nous a permis de mettre un petit peu les trucs dans le bain pour commencer à faire ensuite que ça fonctionne. Donc, l'autre élément qu'on s'est tourné, on a dit, OK, on a voulu construire des contrats pour pouvoir avoir des contextes un peu plus clairs sur qu'est-ce qui se passe. Donc, avec des données basées sur des statistiques, sur des vrais contrats qui ont été partagés par la capitale à l'époque, on a construit finalement 10 000 contrats synthétiques où est-ce que c'est des faux noms, mais des polices potentielles, puis des agencements d'avenants qui sont plausibles, mais qui ne sont pas basés sur des vraies données clients. Fait qu'on est parti avec ça, on s'est construit 10 000 documents avec ça. Un autre enjeu qu'on avait, c'était de pouvoir mesurer certains aspects de la valeur de la réponse, si c'était bon ou non. Par exemple, il donne une réponse. Si le texte est aussi compliqué que l'article de loi, on n'a pas vraiment fait un gain en termes d'explication. Donc, on a développé une métrique qui permet de mesurer à quel point un texte est similaire malgré qu'il ait été simplifié. Donc, on est vraiment en termes on prend un texte complexe, on le simplifie, mais on essaie de voir est-ce que les sujets qui sont partagés sont similaires, juste avec un vocabulaire qui pourrait être plus simple. Donc, on a fait la même chose aussi pour le sens juridique. Puis l'exemple que j'aime donner, c'est véhicule pas automobile. Donc, un automobile est nécessairement un véhicule. Une bicyclette n'est pas un automobile, mais un véhicule. Donc, il y a une notion de carré rectangle, un peu comme on parle en mathématiques. Donc, on s'intéressait à ça avec des juristes, puis là, on est allé développer une autre métrique qui permet de faire ça pour voir si on préserve le sens juridique. C'est un beau prototype. C'est pas parfait à être appliqué à grande échelle. Je tiens à gérer les attentes des gens, mais c'est intéressant à tester avec ça. Puis, on a rajouté aussi, ça serait le fun que les phrases soient bien écrites aussi, qu'il n'y ait pas de faute. Donc, on a construit un jeu de données à partir de l'Office québécois de la langue française, de la Banque de département linguistique. On extrait tous les exemples de bien écrit, pas bien écrit. Puis là, on a pu entraîner un modèle à déterminer, à lire une phrase puis dire si elle est bien écrite ou pas bien écrite d'un point de vue grammaire pas courante, disons, là, mettons, qui est très, très factuel, qui pourrait différencier avec les anglicismes qui disent que c'est pas bien écrit, même si on l'utilise au commun de notre langage. Donc là, c'était pour voir si la langue était bien écrite ou non à travers ça. D'un coup, on a tout fait ça. Là, on est retourné sa planche à dessin parce que là, je veux dire, on ne peut pas évaluer de manière rapide. Par contre, quand j'ai acheté les livres, j'ai fait, hey, les livres, il y a des questions là-dedans. Puis c'est de la choix multiple. Fait que j'ai tout extrait les questions des livres de l'AMF. Là, j'avais des choix multiples. Donc, par exemple, le modèle disait A, B, C ou D. Puis là, je disais, la réponse était B, donc tu as bien eu la bonne réponse ou tu n'as pas eu la bonne réponse. Puis avec ça, j'ai pu faire 807 questions à choix multiples. Fun fact, si vous voulez augmenter vos chances de passer l'examen, prenez la lettre C. Il y a plus de chances d'avoir la bonne réponse. Moi, ça m'a vraiment surpris, mais de 4-5 à peu près. Là. Excusez, c'est de l'actuaire en moi là, qui sort, mais 4-5 de plus de chances d'avoir la bonne réponse avec la lettre C que n'importe quelle autre lettre. D, c'était le plus bas en plus. Donc, il y a un pattern dans la sélection des choix de l'AMF. Avec les 807 questions, ça couvre principalement l'assurance de dommages, mais il y avait aussi d'autres livres sur, mettons, je sais quoi, le travail d'un représentant. Il y a un petit peu d'assurance vie, il y a la notion aussi de responsabilité civile. Ça élargit un petit peu les concepts. Donc, on touche à d'autres concepts à travers ça, mais ça permettait quand même juste de voir la compréhension du domaine de l'assurance en lui donnant les documents qui étaient pertinents. Et là, moi, ça a vraiment permis de faire, c'est que là, je peux l'évaluer, mon modèle.
je peux lui dire, entraîne-toi une fois, voici 807 questions, donne tes réponses à chacun des choix multiples. J'évalue, c'est très simple à comparer. Tu as eu 70%, continue à t'améliorer ou voici ce que tu peux faire pour t'améliorer. Donc, là, moi, en tant qu'informaticien, c'était vraiment excitant de pouvoir faire ça. Les résultats, ce qu'on a fait, du moins ce qu'on a testé, on a testé 89 modèles d'IA. Il y en existe plus que ChatGPT et les autres. Donc, des modèles qui sont privés, qu'on appelle. Donc, OpenAI, par exemple, c'est des modèles privés. On n'est pas capable de savoir c'est quoi le processus qui arrive à la réponse. Alors que les modèles open source, ben là, on a accès à un peu plus d'informations, qu'on peut plus savoir ce qui s'est passé aux différentes étapes. Par contre, le problème avec les modèles open source qui sont libres de droit, c'est que ça prend une machine pour faire fonctionner ça. J'ai un ordinateur à quelque part qui vaut pas loin de 100 000 $, puis je suis pas capable de rentrer des modèles de toute la taille que je veux imaginable. C'est très dispendieux de faire fonctionner ça. On a réussi à tester une certaine taille de modèles intéressante, mais pour donner une idée de grandeur, les plus récents modèles d'OpenAI, on parle de 400 milliards de chiffres qui sont multipliés ensemble. Moi, le plus haut que j'ai réussi à monter, c'est 32 milliards. C'est une très grande échelle entre les deux. Ce qui a eu un impact sur la performance potentielle de ces modèles-là. On a essayé de les entraîner pour qu'ils soient meilleurs avec le jeu de données. Ça n'a pas donné grand-chose. Donc, on s'est restreint au meilleur modèle qui est O3, le modèle OpenAI O3, qui nous a permis d'obtenir 78,68 avec toutes les étapes que j'ai expliquées ici, très sommairement. Fait que, grosso modo, 20 d'erreurs à peu près sur une réponse. Ça veut dire que tu poses 10 questions, tu as 2 personnes qui auront la mauvaise information. Là, oui, on pourrait se dire que c'est beaucoup 20 mais c'est quoi la situation actuelle du marché? Ça, moi, c'est une question que je me suis posée, puis j'aimerais ça répondre et donner une étape plus tard. Puis ce que j'ai basé mon argumentaire, c'est l'Agence de revenus du Canada. Vous vous rappelez l'audit qui est sorti dans la dernière année, que 10 à 15 des réponses sont bien données. Je me pose la question, moi, par rapport à une profession comme ça. Je ne dis pas qu'ils sont toutes mauvais, là, je ne veux juste pas lancer des pierres à personne, mais c'est un domaine complexe qui évolue. Donc, on pourrait supposer que ça se peut que la performance de l'humain est à peu près au même niveau que ça. Là, on ne l'a pas testé. Ce que j'aimerais faire, c'est faire des appels puis faire un client mystère, merci. Faire des clients mystères pour voir, tester un peu avec un échantillon plus ou moins probabiliste pour essayer de comparer. Mais de mémoire, le taux de passage des examens de l'AMF, c'est autour du 60-65 %. Donc, on pourrait supposer qu'on est probablement dans une zone qui est assez similaire à l'humain, mais je ne l'ai pas validé. Et on utilise finalement notre approche par RAG que j'ai expliqué plus tôt, avec le meilleur modèle, toute la documentation qu'on met là-dedans. Puis là, après ça, on a embarqué le test utilisateur. On s'est dit, c'est cool d'un point de vue informatique, technique, on a réussi à prouver quelque chose qui fonctionne bien, ça marche bien. Maintenant, on va regarder d'un point de vue business, y a-t-il des clients qui ont le goût d'utiliser ça pour vrai ou on fait juste un trip techno? Demain, je mets ça dans les mains des gens, ils vont-tu faire c'est de la poubelle, on ne veut rien faire avec ça, ou ils vont être très enthousiastes ou pas du tout enthousiastes à faire ça? David, je te fais faire juste un pas de recul pour bien comprendre. Veux-tu aller à la diapo qui précède? Ton 78 là, c'est les questions au choix multiples. Une fois que tu as intégré toute l'information, c'est ChatGPT de base? Non, toute l'information. Okay, ChatGPT de base, il est à peu près de mémoire là, autour du, dépendant des modèles, entre 50 et 62 à peu près. OK, parfait. J'ai juste cette tour de Mais c'est une bonne question. Puis les modèles open source, on est autour du 30 à 40 Puis, tu sais, pour vous donner une idée, là, le plus bas que j'ai des modèles qui sont en dessous de la pige aléatoire. C'est-à-dire que j'ai des modèles qui sont moins bons que juste prendre tout le temps la lettre A ou n'importe quelle lettre parmi les 4, qui sont à 10, 5, 10 Beaucoup de modèles Lama, peut-être que vous avez entendu, qui sont vraiment pas performants. Je pars du 3-4 jusqu'à 78,68. Un truc vraiment intéressant aussi, pour faire une parenthèse comme on m'emmène sur ce sujet, DeepSeek, vous avez peut-être tout entendu parler de modèle chinois. Si on lui donne juste, on lui fait juste lui poser des questions, il y a à peu près 20 de performance. Si je lui donne les documents du contexte québécois, il monte à 65 Donc, c'est vraiment, ça démontre vraiment bien que ces modèles-là, ça leur prend de l'information pour contextualiser la question, puis la qualité du document qu'on va lui donner a beaucoup d'impact sur la performance. Moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup surpris. Puis dans les réponses, justement, ben, ils ne connaissaient rien du Québec, autrement dit. C'était littéralement ça. Puis même la langue, ils faisaient des phrases qui n'étaient pas vraiment sémantiquement belles. Donc, c'est un paquet de trucs qui a fait en sorte que ça a permis d'améliorer la performance. Ben, merci pour la question. Bon, test utilisateur. OK. Ce qu'on a commencé par faire, c'est se dire, OK, ben, on va qualifier nos gens pour savoir c'est quoi le niveau de littératie. Donc, on a posé 15 questions qui étaient basées sur la littérature, un peu de l'AMF, un peu par-ci, par-là. Puis, finalement, c'était principalement des vrais ou faux. Puis, on a envoyé ça à pas loin de 200 personnes. Là, c'est la partie qui est... je vais peut-être un petit peu vite, là, mais on s'est restreint à l'Université Laval pour la collecte des gens. Fait qu'on a un biais quand même de population. Là. Fait que c'est juste une petite étoile sur... On ne peut pas le dupliquer nécessairement pour le reste du Québec, je veux dire.
Donc, nécessairement, on a observé un petit peu de différence par rapport à la population potentielle québécoise, mais c'était une question de facilité. Puis à un moment donné, j'avais le goût de finir ma thèse, fait que j'ai fait ça. Fait que là, désolé, excusez-moi pour la méthodologie là-dessus. C'est une interaction libre. Ça veut dire que moi, je leur disais, ben, prenez l'outil qui est disponible sur le web de manière sécurisée. On avait mis des affaires, on leur donnait des scénarios, des idées de questions, des trucs comme ça, puis on leur disait, parle avec, minimalement une demi-heure, s'il te plaît, juste jase avec, pose des questions, puis essaie de voir ce qui sort de là. Puis à la fin, je leur posais un questionnaire avec 4 thèmes. Principalement, c'était des choix avec des boîtes ouvertes aussi pour pouvoir analyser un peu la perception des gens avec ça. Bon, là, je mets mon comité éthique pour être sûr que tout soit beau. Au niveau de la population, nous, on avait 154. Il y a l'indice AMF, la dernière étude, qui était 873. Fait que vous voyez quand même la moyenne du score est quand même plus importante et plus élevée de notre côté que la population. C'est sûr que c'est pas le même questionnaire, fait qu'on peut pas juste les comparer en disant que c'est la même chose. Il y a beaucoup. Oui, excusez-moi, au niveau de la littératie financière. Excusez-moi. On peut pas nécessairement les comparer en disant que c'est identique, mais ça donne quand même une idée qu'on a nécessairement un échantillon qui est potentiellement plus éduqué au niveau de la littératie financière pour répondre à ça, à notre questionnaire. Exactement. OK. Là, j'embarque un petit peu dans les différents résultats. Un premier résultat qui était très intéressant, c'est que les réponses, à peu près massivement, j'avais 10 questions qui touchaient la satisfaction de différentes manières. 90% des participants se disaient minimum très satisfaits. Quand même très élevé, là. Moi, j'étais très surpris de ça. Ce qui avait beaucoup ressorti, c'est que les gens disaient que c'était très accessible à lire parce que l'outil était très bon à vulgariser. Il y a certaines fois qu'il y a des gens qui ont dit « Ouais, il m'a recraché juste le bout du contrat, fait que c'était pas intéressant. » Fait qu'il y a un petit peu d'ajustement, mais en général, les gens ont trouvé que c'était très accessible en termes de texte. Facile à comprendre aussi. On a eu aussi un haut degré de confiance puis forte intention de réutilisation. Systématiquement, j'ai une personne qui était assez dissidente, qui était comme ben, « Moi, je veux rien savoir de ces cossins-là. » Ben, elle ira voir un agent. T'sais, on ne se casse pas la tête plus que ça. Un autre truc qui était super intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de le système favorisait. Le système aidait à minimiser l'effort mental pour réussir à lire les documents. Donc, la manière qu'on l'avait évalué, c'est qu'on avait des questions sur l'effort cognitif, donc à quel point c'était difficile. Il a fallu que je me concentre pour lire les phrases, des questions de ce type de formulation-là. Et les gens ont dit, ben, j'ai trouvé ça plus facile que si j'avais essayé de lire ou d'essayer de comprendre en parlant un humain ou des trucs comme ça. Puis là, on a fait des tests de corrélation. Je n'ai pas embarqué dans l'aspect méthodologique, mathématique, mais on a aussi regardé si les gens disent A à telle question, est-ce qu'ils disent B à l'autre question, puis on essaie de voir la relation entre différentes questions pour voir des patterns qui ressortent avec ça. Un élément qui avait ressorti aussi, c'est que l'amélioration de la compréhension de la science n'avait aucune corrélation avec l'effort cognitif. Ça veut dire que c'était pas plus difficile, plus comprendre. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, ce qu'on peut faire, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que si on arrive à le rendre encore plus facile à utiliser, on pourrait réduire à réduire l'effort cognitif pour réussir à l'être. Il y a une corrélation possible avec ça. Je ramène, parenthèse, c'est 154 personnes, là, fait qu'on partira pour tout le Québec, mais on a quand même une piste intéressante au niveau de ça. Troisième résultat, 90% des participants qui estiment que le système peut augmenter leur autonomie lors de l'achat. Moi, ça, c'est le bout que j'ai vraiment adoré. Du renouvellement, puis même au niveau d'une réclamation d'assurance, l'achat, renouvellement, puis réclamation. Donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient, puis ce qui avait beaucoup ressorti, c'était, il y avait certes l'intention de vouloir continuer à l'utiliser, mais il disait, c'est là que je l'ai mis? Ah oui, c'est là les. Oui, OK, c'est là que je l'ai mis. Attends une minute. OK, oui, c'est mon troisième point. Parfait, c'est bon. Je vais un petit peu trouver dans ma tête, excusez-moi. OK, je vais aller dans ça là tout de suite pour ça. Tous ceux qui étaient à faible littératie avaient rapporté une plus grande satisfaction que les gens qui avaient été identifiés comme une plus forte littératie. Là, on a fait 2 groupes finalement avec ça. Puisque ça permettait le système permettait de combler l'écart des connaissances. Donc, les gens qui avaient une plus faible littératie ont identifié plus comprendre que les gens qui avaient une plus haute littératie. Donc, on a réussi à pallier au problème de littératie financière avec la solution. Puis, les gens, ça a sorti là, presque systématiquement, là, à peu près une personne sur 2, les gens ne se sentaient pas, gênés de poser des questions stupides parce qu'ils ne sentaient pas de jugement humain derrière le processus. Ça, moi, ça a été quand même très révélateur. Puis aussi, une autre personne qui avait dit une phrase dans le genre de ben, tu sais, quand tu appelles, tu as l'impression que l'agent, tu sais, il est on time là, parce que son boss il dit qu'il faut que tu en fasses plus par heure. Ben là, il a senti qu'elle a pu prendre le temps de poser ses questions, puis de prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça a ressorti de manière assez importante. Pour moi, la proposition de valeur d'une solution là, de ce type-là, c'est le point 3. C'est exactement là qu'on doit taper pour dire que ça fonctionne. Puis, à mon avis, je pense qu'on peut accepter
le risque d'avoir un petit peu des moins bonnes réponses systématiquement juste pour ce point-là. Je pense qu'on est capable de peut-être accepter ce risque-là parce que c'est une question d'équilibre des risques là, pour moi. Là. Puis, ici, on est là-dedans. Puis, ben, il y avait la notion d'égalisateur cognitif que j'avais ressorti qui était finalement ben, les gens qui ont une plus faible compréhension de ça étaient capables d'arriver à un même niveau d'égalité en termes, ben, du moins avec l'outil, en termes de connaissances que quelqu'un qui partait déjà avec une meilleure connaissance de l'assurance. Je ne sais pas si c'était clair ma dernière phrase. Ouais? Non? OK. Mais pour moi, la fin, c'est vraiment que le système réduit l'inégalité d'accès à l'expertise de l'assurance du fait qu'une personne qui a une moins bonne littératie. Mais c'est sûr que les gains marginaux de quelqu'un qui connaît bien le domaine vont être beaucoup plus faibles qu'une personne qui part de plus loin. Fait que pour moi, l'outil va être très pertinent probablement pour une certaine strate de la population. Une autre partie de la population va avoir moins de gains à ce genre d'outil-là du fait qu'ils ont déjà une bonne connaissance, mais ils pourraient être surpris de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est un peu ce qui pourrait ressortir avec ça. OK. Perception des risques. Bon, là, c'était plus divisé. On a eu un peu plus de phénomènes intéressants. La plupart des gens ne percevaient pas de risque pour eux-mêmes. C'est classique. Mais ils percevaient plus de risques pour les autres. Le third, je pense que le problème de la troisième personne, c'est classique, on a ça dans plein d'autres secteurs aussi. Donc, les gens exprimaient des inquiétudes pour la société, perte d'emploi, pour différentes choses, mais de leur propre utilisation, t'es comme, ah, ben moi, je suis capable de bien l'utiliser. Moi, c'est correct, ça va bien aller, j'ai pas de problème. C'était grosso modo, moi, ce que j'ai beaucoup ressorti là-dedans. Le risque sociétal, il y avait 40 des gens qui prévoyaient quand même un risque pour la société, ce qui était quand même surprenamment élevé. Tu sais, là, je représente, il y a comme 5 niveaux, là, c'est une échelle à 5 niveaux, donc les 2 derniers niveaux, j'identifiais faisaient partie du groupe qui représentait un risque. Donc, c'était assez présent pour ça. Puis, significativement, là, c'était systématique que tout le monde représentait un risque plus pour le reste de la société que pour eux-mêmes. Donc, ce qui, moi, emmène qu'il va falloir, quelque part, dans la boucle de cet outil-là, il faut confronter les gens au risque que ça représente pour eux, parce que les gens n'ont pas la perception que ça représente un risque pour eux. Là, c'est tout juste d'avoir un disclaimer qui dit, ben, ce n'est pas un avis juridique. Bref, je ne sais pas quel texte qu'on peut ajouter, juste pour être certain de vérifier, de relire, de prendre le temps d'aller regarder autre chose, que c'est un outil pour, bref, tel genre d'utilisation. Donc, il y a un petit cadre à mettre autour que j'ai pas cherché à mettre, j'avais laissé plus ouvert. On aurait pu réfléchir à ça, mais j'ai dit plutôt, à un moment donné, je vais finir ma thèse, donc on a peut-être coupé un petit peu les bouts là. OK, les limites, il y a eu des erreurs factuelles. On a à peu près 5 à 13 des réponses qui ont été données par le système qu'on est allé voir qui étaient vraiment factuellement fausses, puis qui auraient pu induire en erreur un consommateur. Il y a même certaines personnes dans l'échantillon qui l'ont exprimé dans leurs commentaires, qui ont un parcours d'agent d'assurance, qui ont fait « Ouais, à un moment donné, il me parlait de tel contrat d'assurance, mais c'était pas du tout bien appliqué, puis c'est mélangeant dans le contrat. » Fait qu'il y a encore un petit peu de travail au niveau de la robustesse, de la fiabilité. Là, c'est une question du discours, comment on le présente, ou d'améliorer l'outil. Je pense qu'il y a un équilibre entre les deux à aller chercher. Il y avait des contradictions aussi logiques, là, des fois, dans le... Là, c'est peut-être une partie technique qu'on n'a pas bien implantée, mais bon, il y a un historique de conversation, puis les gens restaient souvent dans la même conversation alors qu'on avait demandé de changer de conversation à quelque part. Fait que là, des fois, ils se mélangeaient dans la conversation, ils étaient rendus où. Donc, ça, c'est un aspect plus technique qu'on aurait pu corriger, mais qui est ressorti dans les commentaires des gens. Puis, le plus grand désagrément qu'on a eu, c'est la vitesse de réponse du système. Les gens n'étaient pas prêts d'accepter que ça prenne 1 minute pour avoir une réponse. Parce que là, tu sais, on n'a pas non plus l'infrastructure d'OpenAI, puis on peut tout faire la même chose, mais ça a été un gros truc qui avait ressorti. Et pour moi, ça, c'est un enjeu pour n'importe quelle solution de ce genre-là, c'est que les attentes sont très élevées en termes de performance de réponse, là, la latency qu'on appelle dans mon jargon. Les délais de réponse, quand tu envoies quelque chose, puis tu reçois une réponse d'un système. Puis OpenAI a mis la barre très élevée avec ChatGPT, Gemini, etc. C'est très difficile à reproduire avec pas 300 milliards, mettons, dans les poches pour faire ça. Là. Donc, on est pris avec ces problèmes-là. Tout ça, il y a des différents mécanismes qu'on a pensés pour une prochaine étape qu'on va discuter plus tard pour ça. Et il y a des cas où est-ce que les gens expriment une préférence marquée pour l'agent humain. Les fortes charges émotionnelles, je sais pas, j'ai un décès j'ai quelqu'un qui vient décéder puis je veux collecter l'assurance vie, ben, ça se peut que je vais vouloir parler à un humain pour ça. Là. Je viens d'avoir un accident grave, ça se peut que je vais vouloir parler à un humain. Ça. Par contre, un truc que les gens étaient très ouverts à dire, c'est que bon, souvent dans le processus de déclaration d'un sinistre, mais de la première étape, c'est beaucoup de la collecte d'informations avant d'embarquer dans combien qu'on va donner, etc. Fait que cette collecte d'informations-là, les gens étaient prêts à accepter que ce soit un robot qui le fasse pour après ça parler à un humain. Fait qu'il y aurait probablement une manière de pouvoir le séparer. Puis ce que ça veut aussi dire, c'est qu'il faut qu'il y ait un mécanisme pour que quelqu'un dise là, je veux parler à un humain.
Donc, on change de canal, on s'en va par un humain. Donc, ce qu'on appelle typiquement human in the loop pour être capable d'interagir un humain avec ça. Donc, pour conclure, moi, la conclusion, c'est que je pense qu'actuellement, les outils technologiques ont la capacité de rendre les contrats compréhensibles. Maintenant, c'est le risque qu'on est prêt à accepter. Donc, entre le 80 et le 100 il y a beaucoup de chemin à faire pour se rendre là, mais on est prêt à l'accepter comme ça. Je pense que l'outil a la capacité de pouvoir rendre les consommateurs plus vulnérables, de compenser et de leur permettre d'avoir accès à l'information au moment qu'ils en ont besoin, d'un niveau de compréhension qui est plus facile pour eux. Puis je pense que l'autre gros point, c'est vraiment favoriser l'autonomie des clients sur l'aspect de je peux faire ma transaction, avoir les outils, prendre le temps que j'ai besoin pour aller chercher ça, aller chercher l'information, peut-être aller lire un blog par la suite pour valider que j'ai bien compris. Donc, on est vraiment dans excusez-moi le terme anglais, un enabler de la connaissance pour un individu au moment qu'il en a besoin. Bon, là, les mises en garde, pour moi, c'est quand même un risque, il y a encore un risque de désinformation là, qui persiste, qui j'aurais aimé me mettre plus petit, là, mais il y a du travail qu'on pourrait réussir à réduire le risque un peu. Différentes tactiques qui existent, on en a testé, là. J'ai fini d'écrire ma thèse, on a testé d'autres choses, on n'a pas réussi à se rendre à quelque chose de mieux, malheureusement. Il y a encore du travail, c'est probablement par des meilleures sources de données, par différents mécanismes comme ça. Ce qui aurait été l'idéal, ce serait d'avoir des exemples de questions-réponses de consommateurs. Là. Ça aurait été vraiment efficace pour un outil comme ça. Les utilisateurs préfèrent quand même l'humain dans les situations critiques. Puis pour moi, il faut le présenter comme un outil d'aide à la décision, pas nécessairement un 100% outil au représentant. Je pense plus que ça va rajouter au travail du représentant comme un autre outil, à même titre qu'un contrat simplifié, à même titre que des articles de blog. Je pense pas que c'est en opposition. Je dirais pas, hey, on va tout mettre de l'argent là-dessus puis ça va être meilleur. Je pense que c'est un équilibre entre les différents outils qui sont à notre disposition. C'est un nouvel outil qui, je pense, qui peut se rajouter à la boîte à outils pour protéger les consommateurs au niveau de l'assurance. Les prochains travaux que j'en ai glissé un mot un peu plus tôt, là, mais comparé à l'humain, là, c'est le prochain truc, mais là, c'est que je suis en demande éthique, fait que c'est long aussi. Là. Transparence des sources, c'est un point qui avait beaucoup ressorti, puis c'est une erreur de ma part de ne pas avoir mis les références sur les sources qui ont été utilisées dans les réponses. Ça a beaucoup sorti auprès des consommateurs. Puis clairement, il y avait tout à fait raison pour ça. Là, j'aimerais vraiment faire un test à plus grande échelle. Là, on a testé avec 154 personnes. Là, mon projet de recherche, on a encore des fonds. Puis je continue à m'impliquer dans ça. Puis là, j'aimerais ça l'ouvrir à 30 000 personnes. Genre de juste dire, on met ça disponible au Québec, puis go, pigez là-dedans, posez vos questions, on regardera qu'est-ce que ça se fait. L'enjeu, c'est vraiment au niveau des coûts que ça coûte faire en sorte que ce système-là fonctionne. Pour vous donner une idée, là, on a mis à peu près, faire les différents tests, ça a coûté pas loin de 100 000 fait que ça monte vite comme facture. Donc, on a testé, nous autres, à une échelle beaucoup plus importante que les réponses, mais on est là-dedans en train d'essayer de tester, l'envoyer par phase. On voudrait commencer par ouvrir à 3 000 personnes, puis graduellement augmenter pour voir, mieux comprendre les coûts qui se passent avec ça. Puis on aimerait ça le généraliser aussi. Là, on dit beaucoup concentrer sur l'assurance automobile, là, rajouter l'habitation là-dedans, vie, maladie, même de l'anglais. C'est pas nécessairement un problème pour ça. Moi, je pense que la barrière la plus difficile va être vie et maladie. Là. Il y a une petite coche de plus à ajouter, surtout la comparaison entre les produits. Actuellement aussi, on ne supportait pas de pouvoir dire hey, voici mon contrat d'assurance, je te le donne, explique-moi-le. Je veux comprendre mon renouvellement, je te donne un document. Donc, tout ce qui est protection des données, nous, présentement, c'était tout, il n'y avait pas de vraie information. Donc, rajouter une couche aussi autour de ça, qui est un petit truc qu'on avait pensé aussi, qui viendrait avec le test à grande échelle, mais on n'a pas encore bien résolu le problème. On est dans une demande du comité éthique aussi là, pour ce projet-là aussi pour ça. Bon, maintenant, j'ai des petits points de discussion. Puis moi, et mes craintes, moi, ce que je commence à voir sur le marché, c'est que le marché, il y a des entreprises technologiques qui veulent faire ce que j'ai fait, puis qui veulent le vendre. Moi, pas que c'est ma recherche, donc je veux le protéger. C'est plus, moi, je pense que ça représente quand même un énorme enjeu pour la protection des consommateurs, ce qui est l'analyse que je veux faire un petit peu ici. Ce qu'on voit vraiment comme tendance, c'est qu'à peu près tous les assureurs ont vu le potentiel. Il y en a beaucoup qui ont essayé des projets, puis là, il y a des entreprises technologiques qui essaient d'embarquer dans la danse. Comme le plus récent chez General Magic, qui dit que là, qu'ils veulent faire grosso modo ce que j'ai fait, mais par texto, par différents canaux, puis de juste pouvoir tout automatiser le processus de tu ne parles pas à ton assureur, mais tu parles à un agent. Là, peu importe les étapes qu'ils ont décidé de couper dans tout ce que je viens de dire par rapport à ça. Pour moi, l'enjeu, en fait, c'est que c'est une question, il y a des pour et des contre, dépendant de où qu'on place la responsabilité de qui doit développer un système comme ça. Donc, on regarde l'assureur. L'assureur a certainement l'expertise de domaine, les données propriétaires. Donc, j'ai les contrats de mes clients, je peux directement le donner à l'agent, gérer ma protection des données, j'ai la loi 25. Bref, je suis tout capable de régler ce cadre-là très facilement. Le problème, c'est que c'est un gros conflit d'intérêts. Parce que oui, le représentant, on peut lui inciter à faire des ventes, mais
il y a un maximum à quel point tu peux pousser un humain à vendre quelque chose. Un robot, il n'y a aucune pitié, là. Vous lui dites demain, vends-moi ça là, à tout le monde que, tu sais, grand dans la gorge au monde, il va le faire. Il n'y a aucune pitié par rapport à ça. Il y a aussi une question de propriété intellectuelle concurrentielle parce que ben, moi, j'ai pris les livres de l'AMF pour réussir à atteindre les bons résultats. Ben, L'AMF, on ne peut pas utiliser ça pour faire une utilisation commerciale. Donc, il y a un aspect pour moi que c'est quoi la donnée qui vont se baser là-dessus, puis quel genre de bonne ou mauvaise réponse qui va sortir de là. Toutes les tiers et technologiques, ils ont certainement une capacité d'agréger des données de différents assureurs, par exemple, différentes documentations de différents assureurs pour maximiser la performance de l'outil. Le problème pour moi, je pense que les incitatifs sont mal alignés parce que certainement les incitatifs d'un joueur comme ça vont être de faire de l'argent et du profit plus que de protéger le consommateur. Moi, il n'y a aucun argument qu'on peut me dire que c'est pas ça qui va se passer. Il n'y a pas d'accès aux documents de l'AMF encore une fois. Donc, pour moi, il y a une limite au niveau de ce qui peut être utilisé au niveau de ça. Et ma conclusion, pour moi, je pense qu'un très bon acteur qui pourrait être ça, c'est le régulateur. Le régulateur, il y a différents aspects pour moi que c'est un avantage. Un, il y a le mandat de neutralité. Donc, je pense que le citoyen peut s'attendre à ne pas se faire pousser un produit d'assurance dans la gorge. Je pense que c'est une assumption qui est très bonne. Il y a les données réglementaires, qui est propriétaire en plus. Et c'est aussi lui qui fait office d'interprétation au niveau de l'autorité, au niveau de voici ce que j'interprète au niveau de la loi. Donc, cette interprétation-là peut être reconnue valable. Mettons qu'on aurait un contrat simplifié, par exemple, puis que l'agent dit telle réponse, on pourrait le reconnaître comme l'interprétation finalement de l'autorité des marchés financiers pour ça. Il y a la confiance du public aussi, qui est non négligeable. Donc, les questions que je soulève, que je n'ai pas la réponse, mais au niveau de la capacité technologique à développer, puis aussi le désir de le faire, est-ce que l'AMF a le goût de faire ça? C'est une bonne question. Il y a des coûts reliés à ça. C'est une charge supplémentaire qu'on ajoute à un régulateur déjà occupé. Donc, c'est comme le pour et les contre. Ma conclusion reste que je pense que le régulateur, c'est pas mal la meilleure personne qui pourrait le faire pour protéger le citoyen dans la démarche. Puis je pense que par le mandat aussi de protection du public, je pense que c'est une piste qui est intéressante, qui devrait être envoyée au niveau de l'autorité des marchés financiers. Reste les autres contextes autour politiques et de gestion des fonds, tout ça qui se ramène à tout ça. Mais pour moi, mon positionnement, finalement, c'est l'autorité des marchés financiers qui, je crois, est le meilleur acteur à faire. Maintenant, ce qui pourrait être fait en partenariat avec les assureurs, probablement, l'enjeu que je vois avec ça, c'est que les assureurs ont sûrement dit, il y a une propriété, il y a un procédé industriel à la manière qu'ils vendent un produit d'assurance puis qu'ils font l'estimation de leur prime, que je ne suis pas sûr qu'ils vont le goût de partager entre eux. Là. Les assureurs sont très, très forts à segmenter leurs risques, à vouloir regarder tout le petit tout très proché. Fait que j'aurais pas l'impression que les différents assureurs seraient prêts à collaborer sur un projet comme ça, mais l'histoire nous a démontré que non. Là, il y a le groupement des assureurs automobiles du Québec avec le pool où est-ce qu'ils mettent tous leurs risques, ils ne peuvent pas s'assurer nulle part, j'ai en mémoire. Bref, il y a un fonds là, qui part. Exactement. Le plan de répartition des risques, c'est un très bon exemple qu'il y a peut-être quelque chose de mutualisation qui pourrait être fait. Maintenant, c'est pas la même chose, puis là, c'est un intérêt économique. Bref, il y a quelque chose peut-être à avoir comme alignement qui peut être intéressant, qui pourrait permettre de personnaliser l'expérience, d'aller plus loin, mais il y a beaucoup de discussions à avoir pour se rendre à la destination de ça. Bref, c'était le dernier point que moi, je vais vraiment discuter avec vous. Ce qui nous amènerait à la question, je ne sais pas, je suis arrivé à combien de temps, je suis pas pire. Yes! Merci de votre attention. J'espère que ça vous a interpellé, puis j'ai pas trouvé trop de lingo, là. Pour les questions. J'ai des étudiants dans la salle. Si vous avez un cours à 12h30, vous vous sentez très à l'aise de vous lever, de vous rendre à votre cours. Il n'y a pas de souci. C'est des événements qui sont pensés pour vous. Pour les gens en ligne, je vous invite à nous écrire vos questions dans le chat et je vais les transmettre là, à notre conférencier. Alors, la parole est à vous. Oui. Présentement, c'est fermé, ils ont protection des données, ouais. Ils ont mis leur compte. Ouais. Par exemple, le transmis pour une question, c'est pas ça. Ouais. Son IA, tout c'est compris. Ouais. Là, en automobile, il faut pas être pareil. Ouais. Mais c'est qu'on fait pas pareil. Ça fait d'autres noms, il y a d'autres contenus, il y a d'autres limitations, c'est pas les mêmes. Ouais. C'est le minimum qui est à l'âge. Ouais. Est-ce que dans le fond, le consommateur il aurait besoin d'avoir un agent? C'est là qu'il faudrait qu'il puisse, déposer. Pour le bénéfice, exactement. Oui, pour le bénéfice des gens en ligne, là, la question, c'était beaucoup autour, en fait, un assureur, lui, a déployé ses propres modèles d'IA génératifs qui font en sorte que son personnel interne, les données sont protégées, essentiellement.
Maintenant, puis ça leur permet de personnaliser puis de baser sur les documents à propriété intellectuelle de l'assureur. Dans un contexte où est-ce que c'est un consommateur puis qu'il a son propre contrat qui est différent, surtout en habitation, en ascendant, etc., qu'est-ce qui peut être le mécanisme pour réussir à pallier à ça? Il faudrait qu'il puisse le télécharger son document. Parce que nous aussi, il télécharge. Je vais parler plutôt qu'on faisait une étape où est-ce qu'on retrieve l'information, qu'on va chercher l'information. Il y a un processus qu'on fait où est-ce que pour un ordinateur, lire des mots, là, c'est pas du tout le fun. Ça marche pas bien. Puis d'un point de vue informatique, ce qu'on veut réussir à faire avec des mots, c'est faire des plus puis des moins. Donc, nous autres, on aime ça faire des mathématiques, on va faire ça avec nos ordinateurs. Fait que là, si tu veux dire, mettons, j'ai le concept de roi, puis que je voudrais enlever le concept d'homme, puis rajouter le concept de femme, je voudrais arriver à reine. C'est une suite logique que nous, on fait dans notre tête. Là, de réussir à le faire informatiquement, on a réussi à faire ça avec une différente tactique qu'on a réussi à se rendre là. Fait que quand on prend un texte pour un ordinateur, un IA comme ça, c'est ça qu'il fait. Il se trouve à représenter les mots comme ça. Fait que si on fait ça avec un contrat, on aurait pu le prendre, le séparer en petits morceaux, aller dire, hey, dans ta base de connaissances, qu'est-ce que tu connais sur ça? Aller chercher les informations, puis on pourrait, entre guillemets, somewhat personnaliser l'expérience sur son contrat, sur qu'est-ce qui existe dans la littérature. Maintenant, l'idéal, ça serait d'avoir un exemple de tous les contrats du moins de la base de chaque assureur pour pouvoir comparer les particularités. Là, c'est considéré comme la propriété intellectuelle, fait que je pense pas qu'il y en a aucun qui va nous partager ça. Donc là, c'est là l'enjeu. Maintenant, en fait, ça ouvre une question. Si un client nous donne son contrat, puis qu'on l'utilise, puis qu'on le garde, je sais pas, à telle étape que. Ouais. Ben, ça serait personnalisé. Ça serait personnalisé pour ton contrat. Ben, si tu donnes ton contrat. Ouais. Ouais. Ben, si tu le téléchargerais dans l'application, tu aurais une réponse personnalisée pour ton contrat. Ben, c'est le point que je dis finalement dans la première ligne. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas toutes les pièces pour réussir à le faire. C'est ça qui manque. Il ne peut pas prendre une livre d'AMF puis rentrer ça là-dedans puis dire ça va donner une bonne réponse. Mais c'est pas assez. J'ai testé. C'est pas, parce qu'en fait, le problème avec les contrats, c'est qu'il en existe 6, 7 versions. C'est tout. C'est pas assez pour un IA comme ça. Et moi, là-dedans, mettons, les 10 000 que j'ai pris, ils ont des particularités sur la composition des avenants. Puis ce que je me suis intéressé, c'était plus, c'est quoi un avenant typique, mettons, ou un contrat typique, plus que le contenu. Parce qu'à un moment donné, il faut une variance dans le contenu qui est présent. Puis où est-ce que, les gains qu'on est vraiment allés voir, là, c'est le livre d'AMF. On a vraiment pris une barre là. Avant ça, on est autour du 50-60%. Puis quand on a pris cette barre-là, là, on a racheté tellement de connaissances sur le domaine. Puis si tu n'as pas ces livres-là, c'est une grosse pièce maîtresse. Les reproduire en termes de connaissances, la seule manière qu'on pourrait le faire, j'ai essayé, c'est d'avoir les. Tu sais, l'AMF se fait poser des questions. Il répond aux questions. J'ai essayé de prendre une accès à l'information pour avoir ces questions-là, ces réponses-là. Malheureusement, je n'ai pas tout de suite à ma demande positive. Mais ça, là, c'est un autre gros morceau qui pourrait vraiment améliorer parce que là, on est certain que c'est répondu de manière adéquate. Mais pour avoir ça, encore une fois, l'assureur ne pourra pas utiliser ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a personne qui a toutes les pièces pour réussir à le faire. Puis toujours en disant, je respecte le consommateur, je le protège, j'ai les composantes technologiques, j'ai l'expertise, puis j'ai l'argent. Tout ça ensemble, il n'y a personne qui l'a au complet. Malheureusement. Puis là, on pourrait offrir une expérience personnalisée, on pourrait faire tout ce qu'on veut, le rêve le plus fou avec ça, mais il y a beaucoup d'étapes pour réussir à faire ça, que ça fonctionnerait. Puis personne n'a toutes les pièces, malheureusement. En fait, moi, j'en ai une partie, mettons. J'ai une question en ligne intéressante. Est-ce qu'on a réfléchi à la possibilité que ce soit, par exemple, une association de l'industrie qui agisse comme gardien? Alors, on pense au BAC, ouais, à la CAP et autres, là. Au même titre qu'on a parlé du régulateur. Là. Ben, ce serait probablement la partie. Ben là, encore une fois, faut que les gens faudrait que les gens étant les assureurs aient un intérêt à partager une certaine partie de leur propriété intellectuelle et probablement une partie de leur processus aussi, ce qui est vraiment pas impossible. J'avais déjà essayé d'avoir des discussions un peu de l'intérêt de certains assureurs avec ça à différents moments avec des personnes techniques. Puis la plupart ont fait, ouais, non, nous, on ne voudra pas partager nos processus de tarification. C'est parce qu'il y a une manière, chaque assureur a une manière d'interagir avec ses clients qui est propre à lui-même. Puis ce robot-là, si on veut qu'il soit vraiment représentatif, mettons, on voudrait une version Beneva, Desjardins, etc., ça se ferait, mais il y aurait de quoi que ce serait difficile à y chercher. Je ne dis pas que c'est impossible. Je pense que c'est très possible d'un point de vue technique, mais c'est d'un point de vue gouvernance, d'aligner tout le monde autour d'une table pour avoir une discussion comme ça. Mais je pense que ça serait la manière de régler le problème, définitivement. Le régulateur autour de la table avec différents assureurs qui sont prêts à embarquer dans le projet. On partage, on poule la donnée, on met ça, on s'assure que c'est sécuritaire, on monte l'outil, puis on pourrait effectivement répondre aux besoins très facilement avec ça. Une autre question dans la salle? J'ai l'impression que la question a été lourde au niveau de
Pourquoi choisir cette solution-là? Ouais. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire un choix? C'est une question de discussion. La première question, il y avait la question de si on met les contrats d'assurance, finalement, on répond à un besoin fondamental dans un moment de réclamation, de relation avec son assureur, évidemment. Il y avait peut-être aussi le besoin d'un consommateur de est-ce que j'ai besoin d'assurance? C'est quel type de protection j'ai besoin? Je ne suis pas encore dans une relation avec aucun assureur, donc forcément, je ne peux pas avoir une solution qui est avec cet assureur-là, effectivement. Mais en même temps, dans le monde de 2026, tout le monde va aller dans cette perspective-là. On a une relation avec un consommateur, on va vouloir que cette relation-là soit optimale, on va vouloir utiliser la technologie. Ma question à moi, c'est pourquoi on aurait besoin de choisir à travers ces il y a effectivement probablement une frontière qui pourrait être tracée sur, je pense que tu l'as bien identifié sur, moi en tant que consommateur, c'est juste des questions génériques sur l'assurance. Il y a une zone qui pourrait être très bien répondue par une partie de l'AMF, n'importe quoi. Même Gemini, il y a déjà une offre qui fait déjà une partie de ça. Maintenant, si on veut, mettons que je suis un assureur, puis je veux vraiment aller plus loin dans la personnalisée d'expérience avec mon utilisateur, puis je veux pousser, puis peut-être contrôler mes coûts, puis il y a comme plein de trucs dans l'équation pour ça. C'est décemment une piste intéressante, mais je rappelle que pour réussir à faire ça, il y a des pièces que l'assureur n'a pas. C'est ces pièces-là qui feront en sorte qu'il n'arrivera pas à avoir une bonne performance. Ou en fait, il va falloir qu'il se base sur l'espoir que les modèles vont s'améliorer puis qu'il n'y aura pas besoin de ces documents-là pour s'améliorer. Ça pourrait mener une collaboration aussi. Oui. S'il y avait une collaboration à fournir ces documents-là ou fournir, on en a déjà discuté de la doctrine. Oui, exactement. Les documents, la connaissance, c'est actuellement le gros frein à faire en sorte que n'importe qui ne prélèvera pas d'eux. C'est ça qui est difficile. Puis après ça, à l'opposé, les acteurs qui le possèdent, ben là, c'est la capacité de dire je veux que les assureurs ou les citoyens les utilisent d'une manière intéressante. C'est pour ça qu'il y a des morceaux qui ne peuvent pas s'imbriquer encore présentement. La connaissance pourrait être, tu sais, un assureur pourrait dire, je vais enregistrer tous mes agents, je vais prendre les verbatims de ça, là-dedans, il y a des questions puis des réponses, puis je vais donner ça à une IA, puis je vais le faire. Tu sais, j'avais déjà pensé à faire ça. Le problème, c'est des réponses de qualité. Tu vas avoir beaucoup de bruit là-dedans. Fait que c'est pas impossible de se rendre à destination avec ça, mais le travail à faire est probablement plus difficile que juste toutes les livres. Puis, tu prends en version numérique, tu rentres ça là-dedans, 5 minutes plus tard, c'est réglé. Là. L'autre, c'est un travail sur 1 an d'aller collecter cette donnée-là, de la travailler, de l'extraire. Beaucoup d'argent impliqué à avoir des gens comme moi qui font ça pendant longtemps. Il y a différentes pièces qui ne peuvent pas bouger encore. Ça répond à la question? Moi, je vais ajouter un pavé dans la mort pour la réflexion, mais je pense qu'il y a aussi une réflexion autour des actes réservés. Là, je reviens vraiment à mon champ de compétences, mais bon, le conseil en assurance, c'est plus nébuleux, là, c'est pas nécessairement réservé en soi, c'est l'offre qui est réservée, il y a quand même une réflexion autour de ça. Mais quand on est en train d'analyser un contrat, dans quelle mesure on est en train de faire du conseil juridique? Ça, c'est l'autre préoccupation que j'ai et toutes les ramifications avec le barreau. Donc, je pense qu'il faut quand même garder ça en tête, là, en vue de... Je pense pas que c'est un frein, mais il faut quand même le réfléchir. Là, il y a d'autres gens impliqués autour de la table. Exactement, pour la suite des choses. Alors, c'est ce qui met fin à notre conférence ce midi. Je veux remercier notre conférencier, David. Merci beaucoup. Merci pour ces pistes à explorer. Moi, je suis toujours en train de travailler autour de la protection du consommateur, puis d'avoir vraiment quelque chose qui nous vient d'un autre domaine, nourrir notre réflexion. Je trouve ça fort stimulant. Je veux remercier également les partenaires du laboratoire. On les a avec nous aujourd'hui, donc les gens de Beneva, les gens de l'AMF, merci. Merci également à nos équipes facultaires. On a des équipes en communication aux événements qui nous permettent de tenir ces événements-là. Sans eux, on ne pourrait pas le faire. Alors, on les salue. Et je termine en profitant de l'occasion pour vous inviter à notre prochain événement du laboratoire qui va avoir lieu le 18 mars prochain. Alors là, c'est une formule midi-causerie et on s'intéresse cette fois avec nos experts au programme de fidélisation. Alors, Aéroplan, Bonidollar, Scène Plus, choisissez là, votre programme. On va essayer de comprendre comment ces programmes-là sont reliés, rattachés aux droits financiers. C'est une forme de monnaie parallèle et comprendre le cadre juridique qui est applicable. Alors, pour les gens qui sont avec nous en ligne, on a mis un lien dans la conversation pour que vous puissiez là, accéder à l'inscription. Pour les gens avec nous, dans le petit courriel de remerciement, là, vous aurez accès au lien pour vous inscrire. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée.
journée. Merci.